Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. Je suis en compagnie de Sébastien Tissier qui est Growth Hacker. Il va nous expliquer en détail en quoi ça consiste. Je vais te laisser te présenter à ma communauté. Merci de m'accueillir Fabien, et puis bonjour à tous. Alors je suis Growth Hacker, c'est un terme un peu technique mais à la mode surtout, qui veut surtout dire que je cherche des solutions rapides de croissance qui sont à destination d'à peu près tous les business, mais l'idée c'est finalement de faire moins cher quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas beaucoup de budget de communication comme Coca, comme des grandes marques. Comment est-ce que tu peux effectivement trouver des leviers de croissance sur internet mais également dans la vraie vie pour gagner des clients. En fait, c'est à peu près à ça qu'on mesure l'efficacité de ce qu'on fait, c'est-à-dire le but c'est de gagner plus de clients, de gagner plus de chiffre d'affaires en trouvant des petites astuces, des ficelles, des hacks, des trucs que les marques ne veulent pas faire, des petites ficelles qui permettent d'aller plus vite et surtout avec voilà, des techniques un peu borderline. On aime bien le borderline. Ça fait combien de temps que tu es spécialisé sur ce secteur? Sur internet, ça fait maintenant 2 ans que j'ai une chaîne qui parle un peu de tout ça, qui est Placat Marketing. On a vraiment monté des produits, des services pour les gens qui ont besoin de ce type de prestations. Maintenant, c'est presque une philosophie. Moi, quand j'ai commencé, j'avais une boîte il y a 20 ans en arrière de ça, une vraie SARL avec des salariés, des trucs, et on faisait déjà du gros hacking. Ça s'appelait juste pas du gros hacking, mais on avait déjà besoin de trouver des clients et on cherchait toujours des méthodes pour essayer de le faire à moindre coût. Et à l'époque, on faisait par exemple des envois de fax. La nuit, on envoyait des milliers de fax et ça s'est traduit en millions de fax qui ont permis de trouver des clients. Là où on était le seul à pouvoir les faire, parce qu'on a profité d'un truc, c'est qu'on avait des forfaits illimités téléphoniques et data qu'on pouvait exploiter la nuit quand les PC tournaient, avec 15 postes qui tournaient. Donc c'est ce qu'on appellerait maintenant un gros sac, et à l'époque, c'était juste une bonne bidouille qui nous a fait un bon business derrière. C'était en fait ceux qui utilisaient les cartouches de nos fax. Ouais, on les a tous pourris. C'est ça. Je crois que je suis responsable de quelques arbres effectivement abattus pour... Quand tu as une entreprise avec un fax, c'est vrai que tu es débordé de toutes ces publicités. Ouais, c'était moins le cas à l'époque. À l'époque, je te parle de ça, c'était il y a plus de 15 ans en arrière, quoi. Donc, okay. Mais effectivement, on exploitait quelque chose. À l'époque, il n'y avait pas le mail qui était aussi introduit, sinon on aurait fait du mailing. Mais on n'avait pas la capacité à trouver les emails de toutes les entreprises comme on peut le faire maintenant, du coup, parce qu'on a des services qu'on propose qui permettent de le faire. Mais à l'époque, c'était pas jouable. Le seul truc qui nous permettait de contacter en masse, c'était soit le téléphone, ça c'était mon activité principale à l'époque, c'était un centre d'appel. Donc j'avais 15 personnes qui passaient des coups de fil à longueur de journée, à peu près 80 par heure. Donc tu vois que ça donne des chiffres qui sont très vite importants. Et puis de l'autre côté, on avait effectivement ce type de stratégie qui permettait de toucher du monde la nuit, quoi. Et là, il y avait pour les gens qui arrivaient au bureau, t'en parlais, le premier truc du matin, c'est regarder les fax qui étaient tombés. Exactement. Alors Sébastien a également une chaîne où tu expliques, tu te filmes pendant tes voyages, tu expliques ton ressenti à la fois sur, j'ai vu des vidéos sur l'économie, tu parles également de construction de building, etc., de projets immobiliers au Cambodge. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ta première vidéo, c'était justement sur Pattaya. Où on est actuellement. Où on est actuellement. Pattaya qui est une ville à la fois, on va dire sulfureuse, parce qu'on entend des tas de choses à chaque fois. C'est un grand jardin, regarde. C'est plutôt calme d'ailleurs. C'est vrai, il n'y a pas de bruit, pas de lumière. Non, et j'ai aimé ta vidéo parce que justement tu donnais ce point de vue. Vision un peu plus nuancée que celle qu'on en a habituellement. C'est une vision différente de ce que l'on voit sur un interdit. Par exemple, voilà, on a toujours quelque chose. La plupart des gens connaissent Pattaya au travers effectivement d'un ou deux médias, d'une ou deux émissions, alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Et finalement, c'est bien d'apporter un peu de nuance aussi derrière ça, parce que voilà, la vie c'est pas blanc ou noir, il y a des zones grises ici aussi, il y a des trucs qui sont effectivement ceux qu'on voit à la télé, mais il n'y a pas que ça, il y a des buildings qui sont sympas, moi j'aime bien y venir parce qu'on a une belle vue, enfin beaucoup plus que dans le 15e à Paris où j'étais enfermé à travailler une époque, et c'est vrai que quand tu te lèves, t'as la mer, t'as machin, c'est pas la plus géniale de toutes les plages, il y a plein d'autres villes qui sont sympas aussi, mais non, bien sûr, après voilà, il y a autre chose que la vie nocturne à Pattaya aussi, et puis c'est bien voilà, de montrer un petit peu ce qui me passionne, quoi. Voilà, après ça plaît ou ça plaît pas forcément sur tous les aspects, mais j'ai l'habitude effectivement de voyager en Asie où je suis installé depuis maintenant quelques années. Et donc, du coup, depuis combien de temps tu es installé en Asie? Depuis fin 2010. Fin 2010. Je suis parti avant que la grande vague du nomade digital se déferle vers la Thaïlande. Je faisais partie des premiers, j'étais plus un expatrié à cette époque-là qu'autre chose parce que
Je suis arrivé fin 2010, j'ai passé 4 ans pratiquement sans bouger de Thaïlande, sans quitter le pays vraiment pratiquement parce que tu as plein de choses à faire en Thaïlande, parce que c'est un pays qui est vaste, ouais, qui est varié. J'étais en bord de mer parce que voilà, quand on quittait Paris, je voulais absolument vivre en bord de mer, donc j'étais à 200 mètres à Hua Hin, où tu étais, je crois, il n'y a pas longtemps. J'étais à Koh Tha Cap, si tu y allais aussi, enfin bref, ce coin-là. Et donc voilà, c'était mon kiff de pouvoir 200 mètres, je sortais de ma résidence, j'étais sur la plage, je prenais un petit jus pressé le matin directement sur la plage. Et ouais, c'est un immense bonheur, quoi. Après voilà, il y a des pays alentours qui sont également sympas, magnifiques. Il y en a certains avec lesquels tu accroches, d'autres t'accroches pas, enfin peu importe. Mais l'Asie. Tu as visité combien de pays au total? Je sais pas, mais pas finalement tant que ça en réalité. Je suis pas un immense voyageur au sens où les gens ont toujours l'impression, tu sais, quand tu travailles sur le net, que tu vas partir avec ton MacBook et puis que tu arpentes le monde avec ton sac à dos, mais bon, c'est sans doute le cas pour une génération. Moi je suis un peu plus vieux, j'ai passé la quarantaine maintenant et je suis sans doute un peu moins dans l'esprit routard, donc je suis plutôt quelqu'un qui se déplace dans des endroits que j'aime bien. Je vais souvent... Tout à l'heure tu m'as dit je ne me considère pas comme digital nomade mais comme entrepreneur nomade. Encore une fois, c'est juste pour l'histoire du cliché. Quand on donne un terme comme Pattaya, tu vas penser au monde de la nuit. Et quand on dit digital nomade, on va penser à un mec qui voilà, un sac à dos, un MacBook dedans, Exactement. qui bosse sur le net, qui est développeur idéalement, qui bosse dans des coworking ou dans des petits cafés et puis qui passe sa vie comme ça. Moi, c'est pas du tout représentatif de la mienne. En ce sens que, à la fois, je suis pas développeur déjà, donc bon. Et puis surtout, je suis voilà, quelqu'un qui n'aime pas forcément beaucoup les coworking. Je travaille plutôt de chez moi. C'est pour ça que je prends des apparts dans des résidences comme ça. J'aime bien avoir un cadre sympa. Alors, j'ai pas besoin d'un truc luxueux, mais un appart, tu as pu le voir, voilà, c'est un truc qui fait 27 mètres carrés. Tu as juste une vue qui est bluffante. Et puis voilà, moi ça me suffit, mais j'ai pas du tout la même vie effectivement. Et puis surtout, je passe pas mon temps sur les routes parce que je trouve ça à la fois fatigant et puis pas forcément. Enfin voilà, je suis un peu mon papy quand je dis ça, mais c'est vrai. T'as un âge sans doute où tu es peut-être plus à même de vous dire toutes les semaines je vais changer d'Airbnb, machin. Enfin, moi ça me saule quoi. Tu as besoin d'avoir. Ouais, un cadre, c'est important. J'ai des clients qui sont en Europe, d'autres qui sont voilà, plutôt sur le continent nord-américain, donc tu es obligé d'avoir des horaires aussi pour capter un peu les gens en ligne, tu as besoin d'avoir un certain cadre. Et moi j'ai besoin à titre perso, voilà, c'est comme ça que je m'épanouis, d'avoir un environnement que je contrôle plus, plutôt que de dormir voilà, un petit bonheur la chance, d'avoir la joie ou la mauvaise surprise de l'Airbnb, du truc. C'est pour ça que généralement je reprends toujours les mêmes endroits quand je me déplace. Je mets souvent longtemps à les sélectionner, j'en teste 3 ou 4 quand je vais dans une nouvelle ville, et puis après j'en garde un que j'ai bien aimé, et puis après je reviens toujours, je suis assez fidèle sur ces aspects-là. Et pour répondre à la question des pays, je vais beaucoup en Malaisie, à Kuala Lumpur, j'aime beaucoup Kuala Lumpur, c'est très différent de la Thaïlande, j'aime bien le Vietnam, beaucoup le Vietnam, j'adore la bouffe du Vietnam, j'adore la culture qui est là-bas, qui est vraiment très différente. Encore une fois, on a 1 heure de vol de Bangkok, mais tu es vraiment dans un autre pays, tu le sens quoi. C'est vrai que tu as un emplacement stratégique pour visiter toute l'Asie. Ouais, je pense. Il y a 2 gros hubs en fait ici pour voyager à pas très cher, du moins. Il y a Bangkok et puis il y a Kuala Lumpur. À partir de là, en fait, tu peux trouver des billets aller-retour pour aller à Bali pour moins de $200. Et c'est vrai que enfin, quand tu regardes, je sais pas, si tu fais un week-end de Paris en Normandie, c'est ce que tu vas mettre dans ta bagnole entre les péages et l'essence pour juste dépenser le double pour ton week-end, quoi. Donc on a effectivement, enfin, j'allais dire la chance. Mais c'est une chance quand on le choisit, c'est un projet, c'est un choix, quoi. Voilà. Donc, mais c'est un endroit vraiment stratégique pour ça. Ouais. On n'est pas loin de l'Inde, on n'est pas loin de la Chine. Bon, ça dépend d'où, à quel endroit en Chine, mais toi aussi tu fais beaucoup, donc tu le sais aussi bien que moi. Alors depuis 2010, tu es installé en Thaïlande. J'étais installé en Thaïlande, j'ai passé 4 ans en Thaïlande, j'ai vécu à Hua Hin, à Bangkok, à Chiang Mai, et puis je suis parti au Cambodge. Et donc là je partage mon temps plutôt entre la Thaïlande et le Cambodge que 100% du temps en Thaïlande. Ta préférence plutôt Thaïlande, plutôt Cambodge? C'est pas, en fait c'est très différent. Encore une fois, il y a une vraie différence entre les pays. C'est vrai que le Cambodge, il faut partir dans le truc, c'est que c'est le pays le plus pauvre de la zone là où on est. C'est-à-dire qu'il y a vraiment effectivement un décalage de culture d'une part, parce que les Khmers ne sont pas du tout comme les Thaïs. Et puis de l'autre côté, il y a un aspect économique qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, si tu veux faire un petit raccourci simple, c'est de dire que le Cambodge, c'est un peu la Thaïlande d'il y a 20 ans. Alors, pas sur tous les aspects, parce qu'on a évidemment la 4G, j'ai même de la fibre optique chez moi au Cambodge. Enfin, tu vois, il y a des aspects technologiques qui sont très développés, mais en revanche, les aspects un peu sociaux, sociétaux, sont beaucoup plus en retard.
Et donc, tu as vraiment une évolution que tu peux projeter. C'est-à-dire quand tu vois un petit peu, voilà, ça fait quoi, 10-15 ans que je suis venu les premières fois en Thaïlande. Donc, du coup, tu vois un peu comment le pays a évolué sur cette période-là. Et puis, tu peux assez vite projeter finalement l'évolution que connaîtra le Cambodge. Bien ou mal, après, bon, voilà, le développement, c'est toujours un truc qui est un peu tranché. Je parlais de Sihanoukville, qui avait aussi, voilà, c'était mieux avant. Bon, c'est un peu mon avis de vieux con maintenant, mais d'un point de vue objectif, c'était mieux quand il y avait moins de casinos, quoi. Voilà, et un peu moins de béton sur la chaîne de Sébastien, vous pouvez voir énormément de vidéos très intéressantes. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur Sihanoukville où tu expliques l'arrivée des casinos chinois. Ouais, je disais, c'était mieux avant ou c'est fini, je sais plus comment voilà, le titre. Parce que j'y allais beaucoup mieux quand avant, je suis arrivé. Moi, je suis arrivé au Cambodge il y a 4 ans en arrière la première fois. J'ai fait un petit tour du Cambodge et effectivement c'était route, quoi. Tu prenais un minivan à 10 balles, t'arrivais sur la côte, c'était autre chose, quoi. Enfin vraiment c'était franchement sympa. J'ai fait les îles, et j'ai une vidéo sur les îles qui était vraiment magnifique aussi. Bon, c'est pas encore, les îles sont pas encore tout à fait colonisées par les Chinois et les casinos. Donc ça c'est plutôt bien et ça se développe quand même. C'est-à-dire c'était pas un touriste de masse quand tu viens en Thaïlande, quand tu as un Pattaya, tu as des touristes de partout. Tu vois pas un local. Alors que quand tu t'enfonces un peu dans le Cambodge, mais c'est aussi vrai en Thaïlande, sauf qu'on ne le fait pas, quoi. Mais tu t'enfonces dans le Cambodge, bon, les gens te prennent en photo parce que tu es blanc, quoi. Tu vois, ils n'ont pas cette habitude, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a rien qui est conçu pour nous, quoi. Donc du coup, tu arrives sur les îles. Moi, la première fois que j'y suis allé, c'est le jus coupé à 9h du soir, à la bougie, et le groupe électrogène qui s'arrête à 3h du mat, donc tu te réveilles en sueur parce que le ventilo il tourne plus. D'accord. La journée, tu as intérêt à avoir fait le plein sur ton portable avant. Bon, de toute façon, là je parle de l'ordinateur, parce que le téléphone, tu n'en as pas besoin, il n'y a pas de réseau. Enfin maintenant c'est arrivé, mais les premières fois où j'y suis allé, il n'y avait pas le téléphone, c'était génial. Enfin tu vois, enfin, t'avais pas le choix, tu coupais, quoi. Et c'est un truc qu'on a un peu perdu. Maintenant, tu es toujours connecté, tu as le téléphone, tu as la 4G partout. Tu regardes Netflix au fin fond du trou du cul du monde. C'est complètement délirant. Et te retrouver dans un truc comme ça où tu avais ton machin qui servait à rien finalement, c'est ouf. Mais c'est reposant, quoi. Faire 3 jours sans smartphone, c'est vraiment un truc qui est extraordinaire. Ça fait des années que je ne l'ai pas fait non plus, du coup. Mais tu vois, je me souviens avec beaucoup un bon souvenir que d'avoir eu cette coupure un peu forcée, quoi. Alors, est-ce que tu as remis les pieds en France depuis? Non. Non, enfin si, 3 jours pour des papiers, des choses un peu administratives, divorce, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas... Je suis quelqu'un d'assez définitif, je sais pas, j'ai du mal, enfin quand je tranche sur quelque chose, après je reviens assez rarement dessus. Quand je me fâche avec les gens, je me fâche à vie, je suis pas quelqu'un qui se réconcilie. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, des choses que tu regrettes? De la France? On se pose souvent la question, voilà, je pense que les personnes qui nous regardent, ça intéresse énormément de personnes, voilà, de se dire, voilà, je quitte la France, je vais vivre à l'étranger, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Mais une fois qu'on est dans cette situation, que l'on vit réellement ce quotidien, est-ce qu'il y a des choses françaises qui te manquent lorsque tu es en Asie? Pour les gens qui s'expatrient et qui ont effectivement, enfin moi je suis arrivé, en plus on était dans une époque où il n'y avait pas beaucoup de coworking, beaucoup de networking, beaucoup de gens. Maintenant tu arrives à Bangkok, tu as la moitié des gens que tu peux suivre sur le net qui y sont aussi, quoi. Si tu arrives dans un environnement connu. Moi quand je suis arrivé, tu as forcément un côté des paysans d'une part, et tu as aussi le côté un peu perdu, c'est-à-dire que tu connais plus personne. Bon, c'est moins vrai encore une fois de nos jours, c'est parce que maintenant avec un smartphone, tu as de la 4G partout, y compris au fin fond du Cambodge, ce qui fait que dans le pire des cas, tu as Skype, tu as Line, tu as machin, tous les trucs, tu es relié avec ta famille, tes potes à l'autre bout du monde, peu importe où ils soient. Donc déjà, tu as cette partie-là qui est un peu disparue. Tu peux faire des lives avec les gens, enfin tu peux les voir, quoi, aussi. Les conditions sont suffisamment bonnes pour ça. Derrière ça, faut pas oublier un truc, c'est qu'on est à 12 heures de vol maximum de n'importe quel point du monde, quoi. Où tu veux y aller sur la planète, tu as 12 heures de vol. Donc finalement, tu n'es pas si perdu que ça. Mais tu as quand même un effet psychologique important chez les gens, c'est de se dire, ouais, j'arrive dans un truc, je suis perdu, je suis tout le monde. Si tu arrives tout seul dans un environnement comme ça, c'est un peu le premier truc. Après, c'est une histoire de quelques jours, quelques semaines, suivant une personne, trouver des marques et des habitudes. Après, il y a des choses qui changent énormément. Tu peux maintenant arriver en Thaïlande manger français, c'est-à-dire tu peux trouver des restos français, tu peux te nourrir français, tu as les produits de casino que tu trouves encore, avec Carouf à une époque qui était là également, tu peux trouver des baguettes, du fromage. Ça va te coûter plus cher en Thaïlande parce qu'il y a énormément de taxes d'importation, mais si tu veux le faire, tu peux. Cet aspect de nourriture, il ne va pas te manquer non plus. Et je dirais que c'est une bonne occasion surtout de changer d'habitude alimentaire. Exactement. Moi je mange pas occidental en fait, je cuisine beaucoup.
Et puis surtout j'ai l'habitude de manger voilà, plutôt local, donc thaï quand je suis en Thaïlande, malais quand je suis en Malaisie, et puis aux Philippines je mange. Tu Voilà, t'adaptes totalement au pays dans lequel tu vas, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut juste ici leur demander un peu moins de piment que la norme habituelle, mais sinon, hormis ça, c'est pas si compliqué que ça. Alors évidemment, ça va te changer tes habitudes, mais c'est pas forcément mal. Dans le sens où quelqu'un qui est habitué à bouffer, je sais pas, des boîtes ou des plats préparés en France, bah, il va avoir un équilibre alimentaire qui est bien meilleur en mangeant Carrément. de la bouffe de rue ici, quoi. Alors ça dépend toujours d'où tu pars après sur les trucs, mais donc sur les trucs qui manquent, non, pas grand chose. Tu peux regarder si ça t'amuse les informations et les émissions de télé françaises. Tu as les replays maintenant, tu as tous les trucs. Donc, même si ça te manque de regarder la télé, d'avoir des news du pays, tu peux retomber dans un sinistrose, de regarder le JT, et voilà, mais c'est pas le but. Enfin, voilà, et tu cherches, lorsque tu es en Asie comme ça, tu cherches à rencontrer des Français, les communautés de Français, ou tu t'écartes de ça? On a toujours un peu cette vision, on parlait hier, je crois de ça aussi, c'était jamais que la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et disons que si c'est les communautés de Français, généralement, tu as beaucoup, alors tu as plusieurs catégories. Tu as quand même les retraités qui sont installés en Asie. Voilà, ils ont une vie qui est totalement différente de la mienne, leurs préoccupations, c'est pas la mienne. Et je crois que les miennes ne sont pas les leurs non plus. Donc j'ai assez peu de choses à faire avec eux. Après, petite spécificité, j'ai arrêté de picoler aussi, donc je prends plus de bière, donc je suis moins sociable aussi sans doute. Deuxième catégorie de personnes, ça va être les expatriés, mais ceux qui bossent, ceux qui sont salariés pour une boîte à l'étranger. Là encore, moi je n'ai pas grand chose à partager avec eux parce qu'un salarié n'a pas la même vie, mais encore une fois, c'est pas. En France, c'est la même chose, quoi. Voilà, le quotidien d'un mec qui passe 8 heures au bureau, c'est pas le mien. Est-ce que je peux lui apporter, ça va pas lui servir, sauf peut-être l'inspirer à certains moments, mais tu peux pas inspirer toutes tes soirées quelqu'un, tu vois. Donc finalement derrière il te reste des petites communautés d'entrepreneurs et tu peux les trouver facilement. En réalité là pour le coup il y a vraiment des spots à Bangkok, à Chiang Mai, au Cambodge on a voilà, quelques expatriés fameux qui ont fait maintenant la renommée du pays comme Jean Rivière par exemple. Enfin bref il y a eu un mouvement vers ces trucs là où on a effectivement si tu veux côtoyer des entrepreneurs, des gens qui ont les mêmes problématiques que toi ou du moins qui ont des c'est vrai qu'il y a énormément d'entrepreneurs nomades, ce que l'on fait, ce que l'on met en place sur YouTube, etc. Et c'est vrai que si tu regardes un peu tout le monde, on est à peu près sur le même secteur, quoi. On circule dans les mêmes zones. Il n'y a pas de mystère, en même temps on va dans des endroits qui sont agréables, où il y a effectivement suffisamment de technologie pour qu'on puisse travailler, et puis on a voilà, les prérequis techniques, donc c'est vrai que tu peux pas aller partout, enfin après si tu peux dans le sens où tu as la liberté de le faire, mais après on a quand même des activités professionnelles à gérer aussi qui impliquent d'avoir des aéroports, des commodités, internet, des choses comme ça. Donc évidemment tu as des gros hubs qui sont mis en place parce que c'est plus simple, quoi. Et c'est vrai que c'est facile de rencontrer des gens. Si tu vas à Bangkok, tu as 2-3 gros centres où tu vas trouver voilà, des coworking qui sont remplis, pas forcément que de français, mais d'entrepreneurs du web. C'est une immense occasion pour rencontrer des gens qui sont des entrepreneurs américains, par exemple. Il y a beaucoup d'Américains au Vietnam, beaucoup aussi à Chiang Mai. Et eux, tu as des gens qui sont super successful. Tu peux finalement côtoyer des millionnaires sur une activité de business, des mecs qui sont en short et en tongs comme toi et moi, quoi, et qui payent pas de mine, et pourtant ils brassent des business à 6 chiffres quoi, gentiment au bord de la plage, quoi. Et c'est vrai que c'est à la fois c'est mieux quand tu es dans cet univers-là de forcément rechercher la compagnie de gens comme ça, parce que évidemment tu vas sans doute apprendre plus de choses, la discussion va être plus intéressante et puis tu auras plus d'atomes crochus avec les gens. Alors Chiang Mai était l'une des destinations phares des digital nomades. Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est encore tendance ou c'est... Ouais, ça l'est toujours. C'est pas la même communauté. Alors tu as des énergies différentes dans les villes, c'est-à-dire que Chiang Mai c'est un peu le côté bobo. Pour plein de raisons. Alors la première, c'est que déjà on est dans une ville qui, contrairement à Bangkok qui est très en hauteur, Chiang Mai c'est plat. C'est plat et la ville est plus calme, elle est en bord de la nature. Suivant l'endroit où tu es à Chiang Mai, tu as 10 minutes de la jungle, tu vois, c'était vraiment noyé dans la nature et encore une fois dans un environnement qui est différent. Mais tu as eu surtout en fait une vraie culture un peu slow. Quand tu es à Chiang Mai, tu es slow par rapport à Bangkok, c'est-à-dire il y a des petits bars, des petits coffee shops, et les mecs qui font les trucs, des jus green, enfin tu vois tout le truc un peu qui est un peu une ambiance un peu à la Ubud.
Pas tout à fait. Pas Il y a tout un à peu de fait. ça, il y a un peu de ça, mais moins de touristique. En fait, Moins Ubud, touristique, ouais, d'accord. Ubud, c'est quand même. T'as le côté un peu peace, un peu machin, un peu détox, un peu yoga. Ça, tu l'as effectivement à Chiang Mai aussi. Et tu vas voir surtout des mecs qui. T'as beaucoup trop de touristes au sens à Bali. Après, à Chiang Mai, non, t'as des gens qui bossent, mais c'est des mecs qui sont plutôt plus mous, quoi, en fait, en général. Tu vois, enfin, on a comme ça une vanne entre nous de temps en temps, c'est que si c'est la profession number one des mecs qui bossent sur le net à Chiang Mai, c'est blogueur voyage, quoi. C'est les mecs, leur but c'est de gagner 600 balles pour y rester, parce que là-bas tu peux vivre avec beaucoup moins qu'à Bangkok, avec beaucoup moins qu'ailleurs. Beaucoup moins que Pattaya également. Ouais, déjà tu as moins de choses pour sortir, donc tu dépenses moins d'argent. Après tu as plus de nature, enfin tu vois, tu peux avoir des trucs qui sont... Tu as le même confort que Pattaya ou... D'un point de vue immobilier, ouais, tu as des condos qui sont géniaux, qui valent moins cher, souvent encore que ça. Tu trouves facilement un truc à 300-400 par mois. Tu as des villes comme ça où l'ambiance un peu te porte. Ubud, c'est vrai que c'est bien, c'est zen pour méditer, tu es un peu dans les rizières. Moi j'avais fait une vidéo là-dessus sur Ubud. J'étais dans un hôtel qui venait de finir, mais c'était des petits bungalows, ils avaient leur propre rizière. J'étais le seul client, donc c'était génial. J'avais la piscine pour moi, j'étais pas emmerdé par les gens. J'ai une chambre qui était géniale, tu ouvrais une grande baie vitrée, tu avais vu que sur les rizières. Tu te levais le matin, tu étais apaisé, quoi. Tu as des ambiances comme ça un peu à Bangkok, c'était forcément plus électrique, c'était plus dans le mouvement, dans le truc, tu es un peu plus speed. Moi qui ai la recherche d'un cadre agréable pour travailler, Bangkok, ce qui me manque à Bangkok, c'est pour ça d'ailleurs que je vais à Pattaya, parce qu'on est à 1h30 de Bangkok, c'est rapide et il y a la mer. Ouais. J'ai besoin d'avoir un cadre agréable. Bangkok, comme tu dis, c'est un peu trop... pour moi, c'est un peu trop city tout simplement, quoi. J'ai besoin d'avoir de la verdure, la mer à côté. Tu peux faire des vidéos dans des cadres. Pattaya, tu as des cadres partout. Ah ouais, c'est vrai. C'est super sympa. Plein de jardins à Bangkok, mais t'as pas la mer. Ouais, il manque la mer. T'as pas la mer. Bon, après, c'est pareil. J'habitais Hua Hin, au départ, tu vas tous les jours. Et puis, passer le deuxième mois, en fait, bon, tu te dis, j'irai demain, de toute façon, elle va pas bouger. Tu vois, quand je suis ici, je vais pas à la plage. Moi, je la regarde de loin, ça me suffit. Je la regarde de loin aussi. Ouais. C'est un peu ça, donc finalement. Mais ouais, chacun a ses préférences. C'est certain que la Thaïlande, ça reste un beau pays. On peut faire des vidéos dans un cadre super agréable. Le soleil est là. Ouais. Sébastien, tu avais démarré ton activité avant d'arriver en Thaïlande ou tu as lancé ton activité lorsque tu étais en Thaïlande? Alors ce que j'ai fait, ce que je pense qu'il est plus sage de faire, même aujourd'hui, c'est d'avoir un business qui tourne avant de commencer à vouloir partir ailleurs parce que c'est une sécurité financière. En fait, quand tu arrives dans un pays comme ici, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a rien. Donc il faut être conscient que derrière, tu es responsable de ta propre vie et que personne ne va venir t'aider ici. Donc ça veut dire que l'idée c'est d'avoir vraiment un truc qui tourne parce qu'il faut partir, il faut acheter des billets d'avion, il faut quand même poser des cautions pour les apparts quand tu t'installes, bref il y a des frais quand même. Ça consistait en quoi ton premier business alors? Mon premier business sur internet, en fait j'avais des réseaux de blogs. C'était le Far West en fait, quand moi j'ai démarré vraiment, c'était le tout début des blogs, c'était en 2007 à peu près. Le tout début des blogs c'était... Il faut imaginer en fait, YouTube n'était pas ce que c'est aujourd'hui, TF1 n'avait pas de chaîne, enfin tu vois, ils produisaient pas de contenu en ligne, il y avait quasiment personne à l'époque. C'était le Far West. C'était le Far West, il n'y avait pas de règles, il n'y a rien, tout se faisait. Et en fait, à l'époque, même si tu étais mauvais, en réalité, bon, c'est un site, Alors, tu te positionnais sur... Qui dit pas de règles, dit possibilité de faire de l'argent ouais, à l'époque c'est rapidement. ça. Oui, rapidement, facilement du moins. Facilement, là où en fait, c'est comme tout secteur, en réalité le Far West, je sais pas si tu prends la ruée vers l'or, les mecs qui sont arrivés les premiers, ils ont pris les meilleurs spots, ils ont pioché, puis ça tombait du minerai, puis ceux qui sont arrivés derrière, eux ils ont gratté dans des coins où il n'y avait pas grand chose, ça a tiré une petite pépite de temps en temps, et puis ceux qui sont arrivés à la fin, ils ont fait, bon on leur a fait le truc en bord de rivière où il n'y avait plus rien. Alors ton réseau de blog, concrètement, ça te rapportait combien à peu près? À cette époque-là, en fait, après c'est des trucs qui montent avec le temps et tu montes pas un réseau de blog du jour au lendemain, donc c'est du travail. Puis surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de mode d'emploi, donc il fallait découvrir le mode d'emploi tout seul. C'est-à-dire, il y C'était vraiment le chercheur, quoi, le pionnier. Quoi. Là, on a testé plein de trucs et puis il y a un truc qui a marché. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, c'est presque du hasard. Enfin, les gens disent ah, tu as eu de la chance. Non, c'est pas de la chance parce que si tu aurais pu arrêter, voilà. tu aurais pu arrêter, tu dis oh, ça fait une semaine que je galère mon truc là. À l'époque, WordPress, j'ai utilisé mon premier blog, je l'ai monté sur .clear.
C'était même pas WordPress. À l'époque, WordPress ne pouvait même pas mettre une vidéo YouTube dedans, tu pouvais pas faire du embed sur les pages. Très basique, quoi. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir avec les trucs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simple. À l'époque, il fallait se battre, quoi. Donc il y avait cette partie-là qui était déjà le technique, et après derrière, fallait trouver comment gagner de l'argent, comment tu te fais payer, par qui, comment, etc. Donc ouais, c'était un cheminement, ça a tâtonné. Puis après, une fois que tu as trouvé un truc, on fait ce qu'on fait en business habituellement, on scale, quoi. Ça marche pour un, donc si j'en faisais un deuxième, ça doublerait pas les chiffres, ça. Et t'en fais un troisième, et puis voilà, tout ça, ça nous prend du temps, effectivement, ça demande des compétences. Et c'est des trucs où on pouvait faire des journées facilement à 400-500 euros, parce qu'à l'époque, il y avait des régies qui payaient pour tout et n'importe quoi. Les annonceurs avaient les poches pleines de billets, ils ne savaient pas ce que c'était qu'Internet, donc tu avais des grandes marques qui payaient des régies pubs pour diffuser des vidéos qui se déclenchaient en scroll, c'est-à-dire la personne passait sa souris dessus, la vidéo faisait pop-up parce que tu étais passé sur le truc, et tu étais payé. Et c'est ça, et à l'époque c'était facile de faire 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 visiteurs par jour avec un truc que tu avais fait 2 semaines avant, quoi. C'était des trucs de fou. En fait, ça n'a plus d'équivalent. C'est un truc, ça fait partie de l'histoire du net. Moi, je pourrais le dire. Sébastien, est-ce que tu as des projets pour 2018 ou encore plus loin d'ailleurs? Pour des années, bien sûr, mais c'est ça, être entrepreneur nomade. Enfin, tu vois, c'est un peu ça la différence avec digital nomade, où tu as l'impression que les gens font que bouger. Moi, j'ai plutôt effectivement des fourmillements de projets, et puis effectivement, j'aime bien entreprendre, j'aime bien tester des trucs. Tout marche pas, évidemment. C'est même après des années, tu as juste appris plus de choses, donc tu commets moins d'erreurs, mais tu en commets quand même. Juste qui marche mieux que ce que tu espérais, et d'autres qui marchent moins bien. Mais bref, ceci dit, non, moi j'ai plusieurs projets en cours déjà à l'heure actuelle. J'ai effectivement Black Hat Marketing, on fait de la prestation de service, on fait des formations, et puis j'ai un associé sur ce projet-là également qui est développeur, et on a un deuxième bébé qui est Linklead.io, qui est un service en ligne, un logiciel en ligne, ce qu'on appelle un SAS, qui te permet de récupérer des milliers d'emails rapidement, facilement, pour te créer une mailing list, justement quand tu pars de zéro. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça c'est un gros projet, qu'on porte à l'international, donc tu vois, là pour le coup, on est sur une échelle qui est vraiment énorme. C'est autant pour les formations, je ne ferai jamais, ou des produits ou des services pour le marché anglophone, mais là un service en ligne, un logiciel en ligne, c'est facile de le faire, parce que dès lors qu'il marche chez les Français, il suffit juste de traduire l'interface, évidemment le support, mais je veux dire que tout ça, ça se délègue assez facilement. Mais en revanche, ça donne un business qui a une dimension, qui est une portée qui est totalement ouf en matière de développement possible. C'est-à-dire que tu passes d'un marché de 60 millions de personnes à un marché qui pèse, 1 milliard et des brouettes, quoi. Alors je vais mettre les liens de... Tu peux répéter le site? Linklead.io. Linklead.io, d'accord, ce sera dans la description, vous pourrez aller jeter un œil. Et puis également pour Black Hat Marketing. Ah, ça marche. Okay. Donc ça, c'est les deux gros projets, effectivement, et ça va nous occuper longtemps, parce que voilà, c'est des projets lourds de long terme. Enfin, dire que tu penses à l'international, c'est bien, mais à la fois il faut le faire, à la fois il faut apprendre, parce qu'il y a plein de codes qu'on ne connaît pas forcément non plus. Les Américains ne sont pas comme les Français ne sont pas comme les Canadiens, ni comme les Belges, ni etc. Donc tu pars pas de zéro à chaque fois, mais tu es quand même dans une dynamique où tu es obligé effectivement de te remettre en question et puis d'avancer. De l'autre côté, quand tu fais du business, tu as aussi ce phénomène naturel qui est qu'on te propose toujours plus d'opportunités, et donc tu as toujours effectivement des choses qui sont un peu en stand-by, où tu dis ouais, quand j'aurai le temps, je ferai peut-être ci ou ça. Donc si effectivement j'ai un peu de temps, j'ai 2-3 trucs qui peuvent se débloquer aussi. Bref, à voir. D'accord, ok. Des voyages de prévus? Toujours. Enfin, moi je voyage, c'est moins du voyage que du déplacement en fait. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est l'habitude d'aller dans des endroits que je connais déjà, que j'aime bien, que j'apprécie, et d'avoir. Tu as déjà pensé à aller de l'autre côté du globe? Ouais, mais Canada, États-Unis. Trop froid, Trump. D'accord. Amérique latine. Ouais, l'Amérique latine, ouais, mais trop loin pour l'instant. En fait, j'ai un peu la flemme de prendre des gros trajets comme ça. Donc je peux le garder pour la fin. Les infrastructures sont, tout ce qui est internet, etc., les infrastructures sont les mêmes qu'en Asie. Ça, je sais pas. Je suis pas le mieux placé. J'ai quelques contacts qui sont du côté du Mexique, je crois, au Chili aussi, donc ils ont l'air de tourner. Je voulais me rendre sur Cuba, etc., et on m'a dit voilà. Ah ouais, Cuba, non, c'est pas pareil. Encore en 56, quoi. C'est ça. Sébastien, une fois de plus, je voulais te remercier de m'avoir accueilli chez toi. Merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Une vidéo très sympa, je pense qu'elle va plaire aux abonnés de la chaîne. J'ai tout donné là. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis je vais te laisser le mot de la fin, Sébastien.
Bon courage pour vos projets à tous. N'oubliez pas que pour réussir, faut faire des tests, se planter comme on l'a tous fait. Et puis que le parcours est long, mais le voyage peut être beau et peut emmener très loin, comme nous, là où on est, à l'autre bout du monde. Et que j'espère ça inspirera plein de monde parce que c'est possible, parce qu'on n'est pas des génies, on n'est pas, voilà, on a juste travaillé. On travaille moins aujourd'hui sans doute aussi, mais ça n'est pas tombé du ciel, c'est pas arrivé par hasard et que c'est possible pour tout le monde, même aujourd'hui, même si on dit que voilà, il y a plein d'opportunités qui sont terminées, il y en a toujours des nouvelles, il y en a toujours d'autres qui arriveront demain. Il y a 2 ans en arrière, personne ne parlait des cryptos, là ça a été la folie. Bref, il y a toujours des trucs comme ça qui arrivent, il y a toujours des opportunités, il faut juste être à l'écoute des opportunités, vivre comme tu viens de le dire, exactement. Ouais, et puis rester le quotidien d'un entrepreneur. Ah, c'est ça, toujours rester open et à l'écoute du monde qui change et de voir à chaque fois qu'il y a un petit truc à faire peut-être là et qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Alors après ça réussit ou ça réussit pas, mais il ne faut pas avoir de regrets en se disant si j'avais su, comme des gens l'ont fait l'année dernière, putain le Bitcoin il a fait x10 si j'avais su. Ouais, exactement. C'est exactement pareil pour tous les trucs dans la vie, donc il faut se lancer et puis au pire on aura pris de l'expérience et on se foirera moins la fois d'après. Merci pour ces bons conseils Sébastien. Je t'en prie, c'était avec un grand plaisir. À bientôt. À bientôt, ciao ciao.